Alors aujourd'hui, on se penche sur une source vraiment intéressante qui nous a été envoyée. C'est un chapitre de Julien Alvarez qui s'appelle Soupe à l'oignon et management. Rien que le titre déjà. Oui, ça met en appétit. Et ça pose une question qui a l'air simple comme ça, mais qui est un vrai casse-tête. Est-ce qu'on peut vraiment prendre un jeu, un truc fun, et y coller des objectifs, disons, sérieux? Comme l'apprentissage, la formation. Exactement. Sans que tout s'effondre, sans que le sérieux tue le jeu, ou que le jeu fasse complètement oublier pourquoi on est là. C'est, c'est toute la tension du concept de serious game en fait. Et l'auteur nous met direct dans le bain avec un exemple emblématique. Le jeu America's Army. Ah oui, de 2002. C'est ça, un jeu de tir à la première personne, très bien fait pour l'époque, mais entièrement financé et conçu par l'armée américaine. Le but était double en fait. C'était à la fois de la pub et une sorte de pré-entraînement pour les recrues, un outil de com et de recrutement. Et ça a très bien marché, si je me souviens bien. Le jeu était vraiment populaire. Tout à fait. Et c'est là qu'un chercheur, Gilles Brougère, que l'auteur cite, pose la question qui fâche un peu. Il dit « Est-ce que ce cas précis où le fun et l'objectif cohabitent parfaitement n'est pas finalement l'exception ?» L'exception qui confirme la règle. Voilà. Une sorte d'alignement des planètes, très rare, plutôt que la norme de ce qu'on peut attendre d'un serious game. D'accord, je vois bien le dilemme. Est-ce que la soupe à l'oignon finit toujours par avoir un goût de manuel de management? Et c'est un peu ça l'idée. Alors, pour y voir plus clair, on va suivre la structure de l'article. D'abord, on va regarder l'objet, l'artefact. Est-ce qu'on peut, techniquement, construire un jeu qui est aussi un outil sort? Et après, on passera à ce qui complique tout, l'humain. L'expérience du joueur. Qu'est-ce qui se passe quand on demande à quelqu'un de jouer pour de vrai, dans un cadre imposé? Alors, commençons par le commencement. L'auteur, il insiste pas mal sur la terminologie. Oui. La différence entre l'anglais serious game et le français jeu sérieux. Ça peut sembler être un détail, mais en fait, c'est une clé importante, non? Ah oui, c'est fondamental. Parce qu'en anglais, quand on dit game, on pense quasi exclusivement à l'objet. Le plateau, le jeu vidéo, les règles écrites, c'est l'artefact. D'accord. Alors qu'en français, notre mot jeu est beaucoup plus ambigu. Et c'est ça qui est intéressant. Il désigne à la fois l'objet, le game, mais aussi l'activité, l'état d'esprit, Ce que les Anglais appellent le play. le fait de jouer. Le fait de jouer, oui, c'est une action, une posture mentale. Donc, jeu sérieux en français, c'est d'emblée un concept plus large qui inclut l'expérience humaine. Ok, c'est plus clair. Alors, restons sur le produit pour l'instant, l'artefact. L'idée d'un serious game, c'est de lui ajouter ce que la source appelle des fonctions utilitaires. Concrètement, ça veut dire quoi? La recherche a classé ça en 3 grandes familles. La première, la plus évidente, c'est diffuser un message. Publicitaire, éducatif. Voilà, publicitaire, éducatif, de sensibilisation ou même de propagande comme avec America's Army. La deuxième, c'est dispenser un entraînement. Là, on veut que le joueur améliore une compétence précise. Cognitive ou motrice? Les deux. Ça peut être la prise de décision ou la coordination main-œil pour un futur chirurgien. Et enfin, la troisième, c'est de collecter des données. On transforme les joueurs en contributeurs, parfois sans qu'ils le sachent. Fascinant. Mais pour pouvoir greffer une de ces fonctions, il faut une base, un jeu de base. Et là, l'auteur propose une idée que je trouve très, très élégante, la base minimale de jeu. Oui, c'est le squelette du jeu, le strict minimum. Il se compose de 4 éléments et si on en enlève un seul, tout s'effondre. Alors quels sont ces éléments? Il faut un joueur, évidemment. Une règle, même ultra simple comme déplacer, un objectif, comme atteindre un quart A, et un artefact. L'objet. L'objet, oui, qui peut être matériel comme une bille ou juste symbolique, un curseur sur un écran par exemple. Joueur, règle, objectif, artefact. Sans ces 4 piliers, pas de jeu. Et c'est là que ça devient vraiment éclairant. C'est que l'auteur montre que d'un point de vue purement technique, superposer une fonction utilitaire là-dessus, c'est d'une simplicité enfantine. C'est presque trop facile en fait. On prend notre bille, l'artefact, on lui colle un logo, Et voilà, fonction publicitaire. c'est ça. On diffuse un message. Le jeu reste le même, mais il sert un autre but. Ou alors, on change l'objectif. Au lieu d'atteindre n'importe quel point A, il faut atteindre le point A qui correspond à la bonne réponse d'un quiz. Et hop, on est dans l'entraînement cognitif. Exactement. Donc si on s'arrête là, au niveau de la conception, du plan de l'architecte en quelque sorte, il n'y a pas vraiment de conflit. On a l'impression que la cohabitation est pacifique. Voilà. À ce stade purement théorique, la tension de Brougère n'existe pas. C'est simple, c'est logique, ça fonctionne. Sauf que, Sauf que, il y a ce 4e élément,
le plus imprévisible, le plus chaotique, le joueur. L'humain. L'humain. Dès qu'un être humain entre dans l'équation avec ses émotions, ses motivations, son libre arbitre, tout ce bel édifice théorique peut s'écrouler. Et c'est là qu'on bascule dans la deuxième partie de l'analyse. On quitte donc le monde de l'objet pour rentrer dans celui de l'humain. Et la question, elle change. Ce n'est plus « peut-on construire un jeu sérieux ?», mais plutôt « qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens quand on leur impose un jeu dans un cadre sérieux ?» Une formation obligatoire en entreprise, par exemple. Oui, voilà. Est-ce que le jeu est encore perçu comme un jeu efficace ? Pour décortiquer ça, la source s'appuie sur le modèle de Kendall Blanchard. C'est un outil formidable pour visualiser ça. Il faut imaginer une grille avec deux axes. D'accord. Un axe horizontal qui va de travail à loisir et un axe vertical qui va de jeu, le play, à non-jeu. Ça nous donne 4 cases, 4 quadrants. Ok, alors la première case, En bas à droite, on a loisir et jeu. C'est le cas idéal, le bonheur. On joue pour le pur plaisir le week-end. C'est le jeu dans son état le plus pur. et à l'opposé ? À l'opposé, en bas à gauche, on a travail et non-jeu. C'est le lundi matin, les tableurs Excel, le travail classique. Le serious game, lui, vise une autre case, j'imagine. Oui, il vise la case en haut à gauche. Travail ludique, le playful work. C'est le Graal. On atteint des objectifs pro, on apprend, mais on le fait en s'amusant, avec un état d'esprit de joueur. Mais le risque, c'est de rater son coup, de viser cette case et de tomber dans une autre, de se retrouver en fait dans la case « travail non ludique ». Le jeu devient juste une corvée déguisée. Exactement. Et là, il y a une citation de Colas Duflo qui est géniale. « Un jeu auquel je suis obligé de jouer n'est plus pour moi un jeu. Tout est dit. La contrainte tue le play. » Elle peut le tuer. La dimension de liberté, elle est constitutive du jeu. Si on me force, si je me sens évalué, jugé, si l'enjeu devient trop important, mon état d'esprit change. Même si l'objet est fun. L'artefact peut être le plus fun du monde. Si l'activité que je vis est une contrainte, je ne suis plus en train de jouer, je suis en train de travailler. Point. Ça me fait penser à toutes ces formations ludiques en entreprise où on voit tout de suite qui joue le jeu et qui lève les yeux au ciel. Toujours. Il y a toujours une personne qui trouve ça infantilisant, qui refuse d'entrer dans le jeu. Et le vrai défi pour le formateur, c'est de réussir à embarquer cette personne-là, quoi. Absolument. Et ce n'est pas qu'une intuition, hein. C'est ce qu'a observé très concrètement une chercheuse, Lydia Martin, sur le terrain. En étudiant des employés en formation par le jeu, elle a vu que l'idéal, la superposition parfaite, ce n'est qu'une des issues possibles. Il y a plusieurs réactions possibles. Elle en a identifié 4. D'abord, il y a l'acronon idéal, celui qui accepte le contrat, qui s'amuse. Puis, il y a celui qui refuse, qui se sent jugé et rejette le dispositif. Il y a aussi le bon élève qui fait exactement ce qu'on lui demande, qui suit les règles, mais sans jamais vraiment jouer, Sans plaisir. sans plaisir, sans créativité. Et enfin, il y a celui qui est carrément mis de côté, exclu par le groupe. Donc, la fusion parfaite entre jeu et apprentissage, elle n'est jamais garantie. D'accord. Donc le défi est immense. Alors, comment on fait ? Comment préserver la magie du jeu tout en s'assurant que les objectifs sérieux sont atteints ? Et pour ça, l'auteur nous propose une étude de cas, vraiment concrète. La fameuse soupe à l'oignon. Voilà, on y arrive. Le contexte, on est dans une école de commerce. Le public, des futurs managers. Et le cadre, une formation obligatoire sur les soft skills. Avec un PowerPoint. Très difficile, oui. Et le formateur a une idée un peu folle. Utiliser un jeu vidéo qui, a priori, n'a rien à voir avec le management. Le jeu s'appelle Overcooked. Je connais, c'est un jeu de cuisine coopérative très chaotique et souvent très drôle. Voilà. On doit s'organiser pour sortir des plats le plus vite possible. Et c'est là que le dispositif est génial. De simplicité. Le jeu se joue jusqu'à 4 joueurs. Et le formateur fait des équipes De 5 étudiants. de 5. C'est brillant. Il y a donc un problème, 4 manettes pour 5 personnes. Exactement. Donc on a 4 personnes les mains sur les manettes, en panique totale parce que les oignons brûlent. Les commandes s'accumulent. Oui. Et la séance est découpée en 3 manches. Entre chaque manche, les équipes ont un temps de pause pour analyser ce qui n'a pas marché et définir une nouvelle stratégie.
Il y a même un petit côté espionnage industriel. Ils sont encouragés à aller voir comment les meilleures équipes s'organisent. Mais alors, comment le formateur gère cette tension dont on parle depuis le début? Comment il s'assure que les étudiants apprennent vraiment quelque chose et ne passent pas juste un bon moment à se crier dessus? C'est le cœur de la démonstration de l'auteur. Le formateur, le ludopédagogue comme il l'appelle, ne fait pas l'erreur de vouloir superposer les deux choses. Le jeu et l'apprentissage. Oui, Il ne leur dit pas, pendant que vous coupez les oignons, pensez au leadership situationnel. oui. Ça tuerait le jeu instantanément. Au contraire, il les séquence. Il les sépare très nettement dans le temps. Une fusée à plusieurs étages en quelque sorte. C'est l'image qu'utilise l'auteur. Le premier étage, c'est l'introduction. Le formateur est très clair. Attention, il y aura 2 temps. Un premier temps, vous allez jouer pour de vrai, le but c'est le meilleur score. Puis un deuxième temps, après le jeu, où on analysera ensemble. Il pose un contrat clair. Voilà. Ensuite, la phase d'animation, le jeu. Et là, le formateur se met en retrait. Il n'est plus un prof, il est un animateur, il est au service du jeu. Il encourage, il chronomètre, mais il n'intervient pas sur le fond. Il laisse l'expérience se produire. Il laisse le premier étage de la fusée prendre dans l'altitude. C'est ça. Et ce n'est qu'une fois le jeu terminé, et c'est très important, il y a des gagnants, des perdants, les émotions sont là, que le troisième temps commence, le débriefing. Et là, il change de casquette. Il redevient enseignant. Le jeu est fini, maintenant on analyse. Et ce débriefing est tout sauf improvisé. Il est structuré par une série de questions très très précises. Et la première question est assez surprenante. Qu'avez-vous ressenti? On ne commence pas par la théorie, mais par l'émotion. C'est essentiel. Il faut d'abord purger l'émotionnel. La joie, la frustration, l'énervement. Tant que c'est là, le cerveau n'est pas disponible pour l'analyse. D'accord, c'est logique. Qui avez-vous mis en œuvre? Là, on entre dans le factuel. Comment le manager a communiqué? Comment les tâches étaient réparties? Qui coupait les oignons? Qui faisait la vaisselle? Et c'est seulement après ça qu'arrive la question clé. Que pensez-vous avoir appris? Oui, et c'est là que la magie opère. Le formateur aide les étudiants à faire le lien entre une anecdote de jeu très concrète, à un moment, on a vu qu'il fallait faire le tour de l'îlot par la droite, ça faisait gagner 2 secondes, et un concept de management abstrait. Comme l'optimisation des processus. L'optimisation des processus, le lean management. L'apprentissage se construit sur l'expérience vécue. Il n'est pas plaqué dessus. Donc si je résume bien, la solution que propose l'auteur, ce n'est pas la fusion, mais l'alternance. Il ne faut pas mélanger les ingrédients, mais les servir l'un après l'autre. C'est tout à fait ça. La phase de jeu sert de matière première, d'expérience commune, et le débriefing, c'est l'atelier où on transforme cette matière en apprentissage. C'est une très bonne image. Le jeu n'est pas un enrobage sucré pour faire passer la pilule. C'est le carburant qui permet à la fusée d'atteindre l'orbite de la réflexion. En séparant les 2 temps, on donne au jeu la permission d'être un vrai jeu. Avec sa liberté, son chaos, son plaisir. Et on donne à l'apprentissage le temps et l'espace pour se structurer à partir d'une expérience forte, mémorable. On évite le piège, quoi. Alors pour résumer, si on devait retenir l'idée la plus forte de cette analyse, ce serait celle-ci. Il faut savoir séparer pour mieux unir. Au niveau de l'objet, on peut tout fusionner. Mais dès qu'on met des humains dans la boucle, avec leur subjectivité, leurs émotions, c'est beaucoup plus puissant de créer une séquence jet. D'abord le jeu, pur, intense. Ensuite, l'analyse. Le jeu n'est pas la leçon. Non, il est l'expérience qui rend la leçon possible. C'est ça. Et l'auteur, très habilement, nous laisse sur une question ouverte. Une pensée qui nous ramène au tout début. À America's Army. Exactement. Il nous rappelle que toute cette brillante démonstration, elle a été faite en détournant un jeu de pur divertissement, Overcooked. Un jeu qui n'a jamais été pensé pour être sérieux. D'accord, je vois où il va en venir. La question qui reste en suspens, c'est: est-ce que cette stratégie de séquençage, cette fusée à 2 étages, est aussi indispensable quand on utilise un vrai serious game? Un jeu où les fonctions utilitaires sont intégrées au cœur de l'artefact dès le départ. C'est une excellente question. Est-ce que cette superposition dans l'objet lui-même ne crée pas une tension permanente qui rendrait la phase de jeu pure plus difficile à atteindre? Et qui demanderait peut-être d'autres stratégies d'animation encore plus subtiles. Du coup, Ça laisse entière la question initiale de Gilles Brougère. La réussite d'America's Army était-elle un coup de génie qu'on peut reproduire, ou simplement un coup de chance? La question reste ouverte.